Donc, le séminaire d'aujourd'hui portera sur la surveillance des eaux usées au Québec. Je me présente Fatima Binati. Je suis moi-même diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique de l'école et je suis actuellement professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Je serai accompagnée du professeur Bernard Simon Leclerc avec qui je co-animerai le séminaire. Donc, notre invitée d'aujourd'hui est Madame Christine Jobin, professionnelle en vigie et en surveillance, en santé pardon, en surveillance environnementale à l'INSPQ. Et avant de lui laisser la parole, en fait, et de lui permettre de se présenter davantage, simplement vous rappeler que le séminaire est enregistré et que les personnes qui ne souhaitent pas y apparaître peuvent garder leur caméra fermée. Merci. Merci Fatima pour l'introduction. Donc, pour me présenter, je suis conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique dans l'équipe de vigie et surveillance en santé environnementale où j'occupe un rôle de conseillère scientifique. Puis, je m'occupe de coordonner le programme de vigie dans les eaux usées au Québec depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi là, pour vous parler un petit peu plus du programme, puis vous introduire à ce volet-là de la surveillance. Donc, sur ce, je me lance dans ma présentation pour vous introduire un petit peu sur le plan. Donc, je vais débuter avec une introduction sur les concepts et le procédé général d'épidémiologie des eaux usées pour qu'on parte sur des bonnes bases. Après ça, je m'enchaînais avec un bref historique de l'utilisation des eaux usées en surveillance, juste avant de poursuivre avec le programme québécois, où est-ce que je vais vous parler de sa mise en œuvre et de son développement, de l'évaluation qui a été conduite avec les données cumulées durant la première année du programme et sur les défis et les opportunités qui s'offre au programme québécois. Donc, je commence avec une explication un petit peu plus générale de l'épidémiologie des usées pour comprendre les grands concepts généraux. Fait que si je débute avec une définition, l'épidémiologie des usées, c'est une science émergente qui permet de surveiller la santé d'une population via des composés microbiologiques ou chimiques qui sont excrétés par les selles et l'urine. Fait qu'ici, on a quelques concepts clés que je vais revenir là, un petit peu plus loin dans ma présentation. On parle de sciences émergentes, différents types de composés, santé d'une population. Fait que c'est des notions importantes qui sont à avoir en tête. Je vais aller un petit peu plus dans le détail avec les concepts étape par étape pour le suivi d'un pathogène dans les usées. Donc, d'abord, ça va débuter avec un comportement populationnel où est-ce qu'on va voir que certains individus d'une population vont contracter une infection. Je précise ici que je décris le concept pour un suivi pour les pathogènes dans les usées. Les usées peuvent être utilisées pour d'autres analytes, comme par exemple des analytes chimiques comme la consommation des drogues ou encore l'antibiorésistance. Dans ce cas-là, on ne parlerait pas d'infection, mais ça reste associé à des comportements d'individus dans une population. Pour des fins pratico-pratiques, je vais juste poursuivre mon exemple avec le suivi des pathogènes dans les usées qui concerne principalement ce qu'on fait actuellement dans le programme québécois. Mais les concepts se transposent aussi à d'autres analytes qui pourraient être détectés via les usées. Ensuite, mais les individus infectés ils peuvent excréter le pathogène dans les cellules. Donc, l'excrétion peut être variable selon les individus et selon le pathogène. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les pathogènes qui sont excrétés, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va les excréter. Puis, la concentration qui est excrétée peut être variable. Un des avantages, c'est que l'expression fécale peut débuter avant l'apparition des symptômes. Donc, il y a comme un avantage théorique à une potentielle détection précoce via les usées. Mais encore là, c'est variable selon les individus et les pathogènes. Puis aussi, l'expression fécale, ça peut être présent chez les personnes asymptomatiques. Donc, ça peut permettre de capturer là, cette proportion-là de porteurs qui serait difficile à capter via des outils de suivi clinique plus classiques parce qu'ils n'iraient pas nécessairement se faire dépister. Ensuite, donc, le pathogène qui est contenu dans les selles, il va cheminer dans le réseau d'égout, puis on peut venir faire l'échantillonnage. Fait que l'échantillonnage peut se faire à différents endroits dans le réseau. Il peut se faire donc un petit peu plus à la fin, là, comme je vous montre sur mon image
à la station d'épuration, où est-ce qu'on va venir capter donc toute la population qui est couverte par un grand réseau d'égouts. Mais on peut remonter en amont dans le réseau là, pour venir plus échantillonner soit un quartier ou même un bâtiment. Fait que pour venir, par exemple, cibler un hôpital, on pourrait aller directement à la sortie des eaux usées de l'hôpital, puis venir faire l'échantillonnage à ce niveau-là. Il existe différents types de méthodes d'échantillonnage. La méthode la plus typique là, pour une surveillance en station de traitement des eaux usées l'échantillonnage à la station de traitement des eaux usées, c'est une méthode qu'on appelle composite, qui représente un assemblage de plusieurs échantillons qui sont prélevés à une fréquence fixe sur une période de 24 heures afin de représenter une journée entière. Donc, dans la définition, là, quand je parlais de santé de population, c'est important de comprendre que l'échantillon, ça va représenter une population selon l'endroit où est-ce qu'on va aller échantillonner. Puis c'est dans un espace temps qui est défini selon la méthode d'échantillonnage qu'on va prendre. Bon, c'est plus un, un- 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 un moment précis, une journée entière. Une fois qu'on a notre échantillon, on va procéder aux analyses en laboratoire. Pour un pathogène, donc, on va aller concentrer et extraire le matériel génétique, donc soit l'ADN ou l'ARN, puis on va aller le quantifier. La quantification se fait généralement par la méthode PCR. Donc, pour faire ça, on va aller sélectionner un gène qui est spécifique au pathogène, puis on va appliquer un essai qui va cibler spécifiquement le gène d'intérêt où on va pouvoir aller déterminer la quantité de copies de gènes dans notre échantillon, donc par un volume d'échantillon précis. À cette étape-là, donc je précise, il y a quand même plusieurs contrôles de qualité qui sont aussi effectués. Permet d'assurer la qualité des analyses en laboratoire. Puis, il y a quand même plusieurs défis là, associés à la matrice des eaux usées pour les analyses en laboratoire parce que la matrice est très hétérogène. Fait que ça peut engendrer de l'inhibition chez les échantillons, beaucoup de variabilité, il peut y avoir des enjeux liés à la sensibilité, donc être capable de capter des faibles concentrations. Donc, il y a quand même beaucoup de défis pour nos équipes de labo. Puis aussi, je n'y reviendrai pas plus spécifiquement dans ma présentation, mais c'est à cette étape-là aussi qu'on va faire l'analyse des variants. Fait qu'il peut y avoir des tests subséquents en génomique pour aller identifier les variants qui sont en circulation dans les eaux usées. Donc, c'est aussi un volet là, des eaux usées qui est très pertinent et important à considérer. Puis la dernière étape, donc, c'est arriver à passer à des données de laboratoire puis de transformer tout ça en quelque chose qui va être utile pour la prise de décision. Fait que ça va impliquer de rassembler toutes les données en une seule base de données, de traiter les données, les analyser, les interpréter et les communiquer aux décideurs. Fait que je vais revenir un petit peu plus loin dans ma présentation sur ce volet-là où est-ce que notre équipe à l'INSPQ joue un rôle particulièrement important. Maintenant qu'on connaît nos bases, donc je vais enchaîner avec un bref historique là, afin que vous ayez un petit aperçu d'où est-ce que ça vient, l'épidémiologie des usées, puis qu'est-ce qui a contribué à son utilisation et à son développement. Je vous parlais d'entrée de jeu là, de sciences émergentes là, dans la définition, mais la première démonstration de l'usage des usées pour la surveillance, ça remonte à 1939 pour la polio. La figure là, de gauche vous montre le nombre d'articles qui ont été publiés en lien avec la surveillance de pathogènes dans les eaux usées selon le type de pathogène puis les années de publication. Puis on remarque là, que jusqu'en 2000, là, c'est plutôt limité. Là. Il y avait peu d'articles qui étaient publiés, puis on se concentrait sur des types de pathogènes très spécifiques, principalement des pathogènes qui étaient transmis par la voie fécale orale ou transmissibles par l'eau. Mais à partir des années 2000, on sent quand même qu'il y a un engouement là, à utiliser plus l'approche de surveillance dans les eaux usées. Entre autres, en 2003, l'OMS inclut un volet des eaux usées à la surveillance environnementale de la polio. Puis il y a aussi beaucoup de développement là, qui se fait en lien plus général avec la méthode PCR. Puis, ce qu'on voit aussi dans la figure, c'est l'explosion de publications en 2020 en lien avec les coronavirus, donc en lien avec le SARS-CoV-2. Donc, effectivement, là, en 2020, la pandémie frappe, puis rapidement, ben, on sait que le virus est excrété dans les ciels avec une proportion
variable, puis que ça touche aussi les asymptomatiques. Fait qu'il y a beaucoup d'études qui sont publiées qui démontrent la faisabilité de détecter le virus dans les œufs usés, qui démontrent aussi qu'il y a différentes approches quantitatives qui peuvent démontrer une corrélation entre la concentration du virus dans les œufs usés puis des données cliniques, démontrent un potentiel de détection précoce. Fait qu'il y a une importante mobilisation là, des ressources académiques. Mais graduellement, on sent aussi là, qu'il y a de l'intérêt pour la santé publique qui se fait ressentir. Fait qu'il y a des programmes plus structurés qui se déploient à différentes échelles. On voit apparaître des projets pilotes, des consolidations de preuves de concept aux États-Unis, en Europe, un petit peu partout, et aussi au Canada. Donc, au Canada, l'intérêt, c'est aussi cultivé via des projets de recherche dans quelques provinces, mais aussi avec l'Agence de santé publique du Canada qui a lancé un programme fédéral pour la détection du SARS-CoV-2. Le programme qui permettait donc de développer l'expertise au niveau technique, mais aussi la modélisation puis l'interprétation des données. Le programme fédéral a démarré avec 5 sites, dont un site au Québec qui était à Montréal. Puis maintenant, la surveillance des eaux usées au Canada, c'est un petit peu le portrait là, que je vous présente ici, où est-ce qu'on voit que environ 60 de la population raccordée au réseau d'égouts qui est couvert soit par un site géré plus au niveau fédéral ou un site géré plus par une juridiction provinciale, donc un programme de surveillance des eaux usées qui a été développé par une province. C'est le SARS-CoV-2 qui est testé là, pour l'ensemble des sites, mais on a aussi d'autres pathogènes respiratoires qui sont testés dans quelques juridictions et par l'ASPC, dont l'ASPC qui va tester l'influenza aussi et le virus respiratoire syncytial. J'arrive donc maintenant à vous parler donc, du programme québécois pour vous expliquer d'abord donc, sa mise en œuvre puis son développement. Les origines du programme québécois, ben, ça remonte à un projet pilote qui a été conduit durant 6 mois en 2021 par le regroupement académique Centro, qui regroupait plusieurs universités. Le projet suivait le virus dans 5 régions avec quand même une grande couverture de la population, puis visait différentes échelles d'échantillonnage, donc soit des villes entières, mais aussi jusqu'à des institutions. Ce projet pilote-là, ça a vraiment permis de mettre les bases pour tout ce qui était le développement logistique d'envoi des échantillons, la méthodologie d'analyse. Ça a permis de faire les premiers contacts avec les municipalités, les premières communications de résultats avec les utilisateurs. Donc, ça a vraiment servi de preuve de concept là, qui a été essentiel pour la suite du programme. Et un peu parallèlement, là, durant la même période, ben, l'INSPQ développait aussi son expertise de son côté, d'une part en collaborant avec le projet de recherche que je viens de vous parler, mais aussi en travaillant à réaliser une revue de la littérature sur les conditions de faisabilité et d'utilité de la surveillance de la COVID-19 avec le monitorage du SARS-CoV-2 dans les usées. Fait que la publication initiale a été faite en novembre 2021, puis on a eu une mise à jour toute récente en décembre 2023. La revue est disponible sur la page web de l'INSPQ si ça vous intéresse. Ça regroupe les constats qui viennent de 35 études primaires et de 4 revues de littérature avec la qualité de chaque étude qui a été évaluée, puis les constats qui sont regroupés selon le niveau d'appui au travers les différentes études. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans qui est très intéressantes en lien avec les programmes d'eau usée et sur lesquels on s'est appuyé pour le programme québécois pour la suite. Tout ça, ça a amené au déploiement donc du programme québécois en bonne et due forme en mars 2022, moment à partir duquel le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté l'INSPQ de mettre sur pied le programme. Durant la première année du programme, donc entre mars 2022 et mars 2023, on a cumulé jusqu'à 19 sites répartis dans 14 villes qui couvraient 48 de la population, avec un échantillonnage qui variait de 3 à 7 jours semaine.
Puis au lancement du programme, donc c'est un partenariat académique et public. Donc, on travaillait avec le regroupement académique centraux, ceux qui avaient fait le projet pilote puis qui avaient cumulé une belle expérience à ce niveau-là. Puis on travaillait avec le Laboratoire de santé publique du Québec et le Centre d'analyse en expertise environnementale du Québec, qui est un laboratoire du ministère de l'Environnement, qui étaient nos partenaires dans l'analyse des échantillons. En mars 2023, on a une première réduction du programme avec le ralentissement de la transmission du virus, où est-ce qu'on a commencé à suivre seulement 4 sites dans 4 villes, avec quand même une couverture encore de 18 de la population, un échantillonnage de 5 à 7 jours semaine. Mais un des changements majeurs là, à ce moment-là, ça a été le retrait des partenaires académiques. Donc, Centro n'était plus directement impliqué dans l'analyse puis le traitement des échantillons pour le programme. Et une deuxième réduction en juillet 2023, qui est le programme qu'on connaît toujours maintenant. Donc, depuis juillet 2023, le programme n'a pas rechangé. On a 2 sites qui sont dans 2 villes, donc un site à Québec, un site à Montréal. On couvre 14 de la population du Québec avec un échantillonnage qui est à 3 jours semaine et nos mêmes partenaires publics, donc chacun des laboratoires qui s'occupent de tester chacun une ville. Et on teste toujours donc pour le SARS-CoV-2 seulement. Le projet, même à travers tous ces changements-là, mais ça a toujours resté multidisciplinaire, puis ça le sera toujours. Donc, parmi nos partenaires essentiels, ben, on a les municipalités là, qui se chargent de faire l'échantillonnage. On a aussi nos laboratoires qui vont gérer tout l'aspect logistique, expédition, gestion du matériel et faire les analyses de quantification, évidemment. Euh, on a aussi donc tous les chercheurs qui, même s'ils ne participent plus directement au programme là, sur l'analyse des échantillons, ils vont être super importants là, pour générer des nouvelles connaissances, pour nous aider à mieux comprendre les réseaux d'égouts, les méthodes d'analyse, les méthodes de modélisation. Fait qu'ils interviennent à plusieurs étapes, puis leur contribution est essentielle. Puis au niveau de la diffusion des données, mais il y a notre équipe qui va intervenir, mon équipe de vigie-surveillance en santé environnementale, mais on a tous nos utilisateurs, là, le ministère de la Santé, les directions régionales de santé publique et différentes équipes internes de l'INSPQ qui vont utiliser nos données et pour qui on va solliciter le feedback là, pour améliorer le programme. J'enchaîne donc en vous parlant un petit peu plus spécifiquement du rôle de notre équipe à l'INSPQ, là, en enchaînant sur tout ce qui est le traitement de la donnée, là, passer des données de laboratoire jusqu'à communiquer les résultats pour alimenter la prise de décision. Donc, la première étape, c'est le traitement des données, mais c'est quoi, dans le fond, quand on parle de données 2D, c'est quoi nos intrants? Mais c'est avec ça que j'enchaîne. Donc, on a 3 intrants principaux qui sont donc d'abord la charge, ce qu'on appelle dans notre jargon la charge virale. Ça correspond au nombre de copies de gènes du virus qui est détecté par un volume d'eau. Ça, c'est déterminé à partir des résultats de laboratoire. Fait que les résultats de laboratoire donnent une valeur de CT qui est convertie en nombre de gènes par une courbe standard. Ensuite, on a le débit qui correspond à la quantité d'eau entrant à la station d'épuration pour une journée d'échantillonnage. Fait que ça, c'est évalué soit par une mesure directe du débit ou encore par une estimation mathématique, par des modèles météo ou des marqueurs qui sont présents dans les eaux usées. Puis c'est essentiel là, de considérer le débit dans notre évaluation du nombre de virus dans les eaux usées parce qu'il pourrait avoir des dilutions du virus, soit liées à des fortes pluies, la fonte des neiges, tout ça. Donc, c'est une variable qui est importante à considérer. Puis finalement, on a notre variable qui est la population, qui correspond donc au nombre de personnes desservies par le réseau d'égout à laquelle la station d'épuration est liée. Pour cette variable-là, on va utiliser la valeur de la population de conception qui correspond donc à la taille de population qui a été utilisée pour concevoir les équipements de la station d'épuration. Ça reste juste une estimation parce qu'on ne saura jamais vraiment c'est combien de personnes qui contribuent au réseau. Les populations sont mobiles, vont se déplacer pour l'école, pour le travail. Donc, on peut contribuer à différents réseaux au cours d'une journée, mais ça reste une estimation. Ensuite,
Ensuite, donc, on prend ces trois intrants-là, puis on procède à une normalisation de la charge virale qui va nous permettre d'avoir une valeur qui va représenter le nombre de copies de gènes de SARS-CoV-2 pour une journée d'échantillonnage et pour 100 000 personnes. Donc, ça nous permet d'avoir des valeurs qui vont être plus comparables entre les jours où est-ce que tous les faits des météos, donc la pluie, la fonte des neiges, va venir être toutes normalisées. Puis ça semble peut-être bête dit comme ça, mais il y a quand même un gros travail d'arrière-plan là, qui a été fait par notre statisticienne Marjolaine qui a permis d'automatiser un peu tout ce traitement des données-là là, pour faciliter tout ce qui était de rassembler les différents intrants, de considérer les différentes sources de données, les paramètres qualité. Fait que, un travail essentiel là, qui a été fait à ce niveau-là. Une fois qu'on a notre extrait, la charge virale normalisée, mais là, il faut choisir le bon indicateur. Fait que pour choisir le bon indicateur, il y a différents paramètres qu'on doit considérer. Fait que d'abord, un des paramètres à considérer, c'est comment euh, faciliter l'interprétation pour minimiser la volatilité des données. Parce qu'on sait que les données des charges virales c'est un peu inhérent aux données, la volatilité, compte tenu de la matrice qui va générer beaucoup de variabilité. Fait qu'on va souvent y aller via l'utilisation de différentes moyennes. Ensuite, on va vouloir définir à quelle échelle géographique est-ce qu'on veut aller voir le signal. Fait qu'est-ce qu'on veut aller couvrir une grande population puis avoir, par exemple, un signal provincial qui est un signal qui va représenter l'ensemble des sites qu'on a sur le territoire de notre province qui va être agrégé. Ou on peut aller à une échelle géographique plus petite, donc aller avec le signal qui va représenter notre station d'épuration avec la population couverte par cette station d'épuration-là. Puis, on va aller définir comment est-ce qu'on veut suivre l'évolution de la transmission. Donc, là, il y a différentes options qui s'offrent à nous. On peut aller voir des tendances sur différentes périodes. Fait qu'est-ce qu'on est à la hausse ou à la baisse. On peut aller travailler avec des données plus hebdomadaires pour voir d'une semaine à l'autre comment est-ce que notre niveau de virus évolue. On peut justement évaluer le niveau. Fait qu'est-ce qu'on est bas, est-ce qu'on est haut par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. On peut faire de la prédiction, on peut comparer avec des indicateurs cliniques, qu'est-ce qui se passe. Donc, bref, il y a beaucoup de possibilités. Tout ça peut être un petit peu combiné à différents niveaux. Je dirais que dans le programme québécois, à différents moments, à peu près tout a été utilisé ou du moins considéré pour faire les différentes combinaisons, là, puis trouver là, selon le moment où on était dans le programme, qu'est-ce qui était la meilleure approche. Une fois qu'on a déterminé quel indicateur utiliser, ben là, on est prêt à communiquer les résultats. Puis on a trois principaux extrants de diffusion dans notre programme que je vais vous parler. Le premier outil de diffusion qu'on a, c'est celui qui est en place depuis le plus longtemps, qui est en place depuis avril 2022, fait presque depuis le tout début du programme, qui s'adresse donc au ministère de la Santé, mais aussi aux directions régionales de santé publique, puis les équipes internes de l'INSPQ qui l'utilisent aussi. Le rapport il a évolué puis a été adapté selon ce que les utilisateurs nous exprimaient, mais aussi selon les changements qui ont été apportés au programme. Donc, par exemple, comme maintenant, on a une fréquence d'échantillonnage qui est réduite, on focus plus sur des analyses hebdomadaires. Donc, on y va avec des moyennes hebdomadaires, des variations hebdomadaires et on évalue le niveau relatif. J'ai mis différents exemples de visuels qui ont été faits dans le rapport à différents moments. Fait que ça a évolué là, où est-ce que certains moments, on avait plus des tendances ou plus ici, là, des regroupements par région. Ensuite, on a le site web qui est en place depuis juin 2022, qui s'adresse plus au grand public, qui fournit des graphiques interactifs où est-ce qu'on peut jouer sur différentes périodes, possibilité d'extraire des données aussi, où est-ce qu'on tout le monde peut travailler avec. On inclut différents événements plus majeurs dans les graphiques aussi pour comprendre là, les limites à l'interprétation. Puis depuis octobre 2022, ben, on diffuse aussi les données d'eau usée sur l'Infocentre de santé publique. Ça permet donc aux utilisateurs régionaux puis nationaux de faire des requêtes paramétrables pour avoir accès soit aux données brutes, soit aux données normalisées, avec vraiment les paramètres de leur choix. L'avantage de cette plateforme-là, c'est que ça facilite une diffusion
plus régulière si on le voulait. Actuellement, avec la fréquence d'échantillonnage, il y a peu de valeur ajoutée, mais on pourrait faire une mise à jour hebdomadaire si on voulait. Ça permet d'avoir plus de flexibilité aux utilisateurs qui voudraient faire leur propre traitement de données ou, par exemple, d'intégrer là, les données à leur tableau de bord. On trouve les données depuis le début du programme aussi, là, ce qui est un avantage. Puis, on a lié à l'InfoCentre de santé publique là, une fiche d'accompagnement qui permet d'offrir du soutien à l'utilisateur. Fait que c'est un document en 3 onglets qui comprend d'abord des infos plus générales là, sur l'épidémiologie des OUSI, la logistique, comment que les données sont traitées, c'est quoi les limites à l'interprétation. On a un dictionnaire des variables qui va venir présenter chaque variable, la décrire, les unités de mesure, si c'est une méthode calculée, mais le calcul va être expliqué, ce qui permet de reproduire différents traitements de données. Puis, on a aussi la chronologie du programme, donc tous les changements qui ont lieu avec l'ajout de sites, le retrait de sites, les changements de fréquence d'échantillonnage, les changements méthodologiques qui pourraient avoir des impacts importants sur l'interprétation des données. Donc, c'est quand même un outil là, très pertinent que les utilisateurs ont maintenant accès. J'enchaîne maintenant avec l'évaluation du programme qui a été conduite avec les données qu'on a cumulées durant la première année du programme. Fait que l'évaluation a été faite en 2 volets. D'abord, évaluer la capacité à caractériser la transmission du virus, qui a été évaluée sous différents attributs, la validité, représentativité, exhaustivité et délai logistique. Et un deuxième volet qui évaluait la mise en œuvre du programme d'un point de vue de l'utilisateur. Au niveau de l'évaluation de la validité, on cherchait à répondre à savoir si les charges virales permettaient de faire le suivi épidémiologique de la transmission du virus, donc de suivre le virus en temps réel. Et si ça permettait d'en faire une détection précoce, donc de faire un signal d'alerte avant les données cliniques. Pour faire ça, donc, on a comparé les charges virales à différents indicateurs cliniques, nombre de cas, nombre de tests, nombre d'hospitalisations et pourcentage de positivité, où on a fait des analyses visuelles, des corrélations croisées et une petite preuve de concept en analyse prédictive. Les analyses ont été conduites sur le signal provincial, donc sur l'ensemble des sites là, qui étaient collectés durant la première année du programme. Fait que, dépendamment là, du moment où les sites étaient déployés, il peut y en avoir plus ou moins. On voit ici les résultats de l'analyse visuelle. Donc, en vert, là, en bleu-vert sur les graphiques, on voit c'est la charge virale du signal provincial qui est la même sur nos cartes graphiques. Puis ensuite, en orange, bien, on a les cas déclarés, le nombre de tests, les hospitalisations et le pourcentage de positivité. Les barres noires représentent les changements importants qui ont lieu aux politiques de dépistage qui peuvent avoir quand même des impacts importants sur nos indicateurs cliniques. On voit qu'en termes de suivi épidémiologique, ben, la synchronisation est variable selon les périodes. Ça semble quand même meilleur avant octobre 2023. Là. Donc, juste du début jusqu'à octobre 2023, la synchronisation est mieux. Puis après cette période-là, ça semble plus persister pour nos 2 graphiques du bas, l'hospitalisation et pourcentage de positivité, où ça semble plus corrélé. Ce qui est effectivement moins impacté là, par les changements politiques de dépistage. En termes de détection précoce, il n'y a pas de devancement systématique qu'on voit dans nos graphiques. C'est variable selon la phase épidémiologique, la période et l'indicateur. Ensuite, on a conduit des analyses de fonctions de corrélation croisée en comparant les charges virales avec les cas déclarés. Donc, on a focusé sur cette variable clinique-là. On a d'abord utilisé l'ensemble de notre période, mais on a aussi fait des analyses seulement sur la période où on voyait la synchronisation plus visuelle. Donc, les analyses de fonctions de corrélation croisée nous permettent d'abord de définir le lag, fait que c'est quoi le décalage entre les différentes séries, fait que soit un décalage positif ou un décalage négatif. Et le niveau de corrélation, fait qu'est-ce qu'on a une corrélation positive ou une corrélation négative, puis si c'est significatif avec les petites barres bleues pointillées. Ce qu'on remarque, donc, c'est que la relation est variable selon la période à l'étude. Si on prend notre année complète, les charges virales vont avoir tendance à devancer dans l'inverse. Les cas cliniques devancent les charges virales parce que le décalage est positif, mais avec une corrélation qui est inverse. Fait que c'est un petit peu difficile à interpréter.
Mais si on prend seulement la portion où est-ce qu'on a une synchronisation visuelle, ben, les charges virales vont devancer les cas cliniques et avec une corrélation positive. Donc, on pourra avoir un potentiel de détection précoce juste ici. C'est important de considérer qu'il n'y a pas de gold standard de transmission là, du virus dans la population. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des limites importantes à considérer là, dans les analyses qui ont été faites juste ici, parce que tous les indicateurs cliniques sont soumis à certains biais. Ça serait intéressant de refaire ces analyses-là avec le pourcentage de positivité ou les hospitalisations, là, où on voyait une plus grande synchronisation sur l'ensemble de la période. On a aussi fait là, une preuve de concept avec des modèles de prédiction où est-ce qu'on vérifiait si l'ajout des charges virales dans les œufs usés, ça permettait d'améliorer la prédiction de variables cliniques. Il y a 3 modèles de prédiction qui ont été testés. Donc, s'il y a des épidémiologistes dans la salle là, qui ont de l'intérêt pour la modélisation, ben, il y a certainement quelque chose à creuser ici, là, à ce niveau-là. Il y a seulement un test de prédiction qui a été fait dans une période de stabilité, fait qu'il y a quand même des limites importantes qui sont à considérer, mais assurément à explorer davantage dans une situation épidémiologique qui serait différente, fait qu'à la hausse ou, par exemple, utiliser aussi d'autres variables cliniques. On a seulement fait avec les cas, mais ça serait intéressant de faire avec d'autres choses, puis intégrer d'autres variables indépendantes là, qui pourraient influencer la relation entre les deux variables, comme par exemple la vaccination ou les variants en circulation. Je passe un petit peu en rafale l'exhaustivité, les 3 prochains attributs. Là. Donc, l'exhaustivité qui visait à évaluer la complétude des données. Fait qu'on a évalué le pourcentage de données manquantes puis l'impact de ces données-là, où est-ce qu'on a constaté qu'un échantillonnage à 7 jours semaine, c'était préférable pour un indicateur quotidien. On a évalué la représentativité, donc ça consistait à évaluer la variabilité des composantes du signal. On a conclu au travers de tout ça, au travers de cette revue de littérature-là, principalement qu'il y avait plusieurs variables indépendantes qui influençaient le signal, puis ça nécessitait d'être mieux compris et caractérisé, entre autres via la collaboration avec les chercheurs. Puis au niveau des délais logistiques, on a comparé les durées des différentes étapes pour les délais logistiques des usés versus les cas cliniques. Puis la conclusion fut que le délai de diffusion, le choix de faire une diffusion hebdomadaire pour les users, ça a considérablement rallongé les délais de diffusion pour les users comparativement aux données cliniques, mais les délais plus purement logistiques, fait qu'échantillonnage, analyse et transport étaient similaires pour les deux types de données. Au niveau de l'appropriation, donc là, on évaluait comment est-ce que la mise en œuvre du programme a été perçue du point de vue des utilisateurs. Et donc, pour ce faire, on est allé faire un sondage aux utilisateurs pour comprendre différents attributs de leur appréciation du programme. On avait une série de questions plus fermées avec une échelle d'appréciation et des questions plus ouvertes. On a beaucoup de résultats qui ont été générés à ce niveau-là, mais je vous présente les résultats plus quelques résultats en lien avec l'habilitation, acceptabilité et habilitation. Euh, Donc, au niveau de l'acceptabilité, il y a différentes notions d'acceptabilité du programme qui ont été évaluées. Puis, on note, somme toute, qu'il y a quand même une très belle acceptabilité du programme par nos utilisateurs, mais un petit peu plus mitigée au niveau de l'utilisation dans une optique de réactivité rapide, ce qui est cohérent avec ce qu'on a vu avec nos délais logistiques, qui est un petit peu plus rallongé comparativement aux données cliniques. Puis au niveau de l'habilitation, on a eu des réponses un petit peu plus mitigées sur le niveau de maîtrise de l'indicateur. Donc, les utilisateurs ont besoin d'un petit peu plus de support pour interpréter l'indicateur, communiquer les résultats, puis les utiliser dans leurs besoins de vigie. Donc, il y a un niveau à ce point-là. Les apprentissages donc de l'évaluation, c'est que les usés, c'est un outil complémentaire qui permet le suivi épidémiologique du virus. La fréquence d'échantillonnage influence le choix de l'indicateur. Les variables indépendantes devraient être mieux comprises. Les délais de diffusion des données doivent être réduits. On gagnera à développer des outils de transfert de connaissances, puis la rétroaction avec les utilisateurs est essentielle pour comprendre les besoins, mais la pérennisation du programme est souhaitable.
Et à ce niveau-là, donc, on arrive avec les défis et les opportunités du programme québécois de vigie dans les eaux usées. Parce que nous, on continue à aller de l'avant en se posant des questions sur comment assurer la pérennité du programme, comment mieux comprendre les données, comment les rendre utiles pour les utilisateurs, être prêt à une future urgence sanitaire. Fait on travaille autour de trois grandes thématiques qui sont l'expansion du programme, offrir un meilleur support aux utilisateurs, puis développer notre expertise. Pour le développement de l'expertise, donc le défi, c'est d'améliorer notre compréhension de l'épidémiologie des usées, puis de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances, puis les opportunités qu'on prend au travers ce défi-là, c'est différentes initiatives de collaboration intercanadienne, puis une collaboration au projet de recherche. La collaboration intercanadienne s'orchestre principalement autour des réseaux canadiens des laboratoires de santé publique qui a déployé une structure à laquelle l'INSPQ participe. Donc, c'est des groupes de travail là, qui visent à favoriser le partage de connaissances puis à faciliter le développement de l'expertise. Donc, c'est du partage de données entre les provinces et le fédéral pour émettre un peu des lignes directrices sur les bonnes pratiques à différents niveaux. Au niveau des projets de recherche, donc on parle toujours de notre regroupement académique central là, qui continue à travailler là, sur l'épidémiologie des usées, qui permettra d'améliorer la compréhension des variables indépendantes puis de les considérer dans l'analyse et la modélisation des charges virales. On parle aussi de développer des stratégies de transfert de connaissances aux acteurs de santé publique et aussi de développer des approches de surveillance pour d'autres choses que la COVID, donc les maladies entériques bactériennes et l'antibiorésistance. Au niveau de l'expansion du programme, donc là, on cherche à comprendre, on cherche à définir au-delà de la COVID-19, c'est quoi les pathogènes qui sont d'intérêt à suivre pour la vigie des usées. Donc, on a eu un projet de stage avec une revue de littérature, puis on a un exercice de priorisation des pathogènes en cours. La revue de littérature, donc, c'est un stagiaire qui a analysé les articles qui ont été parus entre janvier 2020 et février 2023 sur les différents pathogènes qui sont détectables dans les usées autres que la COVID-19. Fait qu'il y a quand même 39 virus gastro-intestinaux et respiratoires qui ont été identifiés. Fait que c'est la catégorie où on avait le plus de types de pathogènes, puis d'autres aussi des différents types de bactéries, parasites et champignons. Un constat important de cette revue de littérature-là, ça a été que seulement 9 des études décrivaient des interventions réelles d'intervention en santé publique. Donc, un besoin là aussi de rendre les données encore plus utiles pour la prise de décision pour nos décideurs. On procède dans un exercice de priorisation des pathogènes. Donc, ça serait quoi les prochaines opportunités de développement du programme pour les prochaines cibles d'intérêt? Donc, pas juste tester le SARS-CoV-2, mais à diversifier l'offre de services de vigie dans les usées. Donc, on vise à établir une liste de pathogènes qui va être triée selon leur pertinence et selon différents paramètres associés au risque pour la santé publique, la faisabilité de détecter dans les usées, la qualité théorique de la donnée dans les usées, puis la valeur ajoutée de la donnée dans les usées versus ce qu'on a déjà pour ces pathogènes-là avec les outils de vigie plus classiques. Parallèlement, on va travailler avec une preuve de concept pour détecter le Candida auris en milieu de soins. Donc, Candida auris, c'est un champignon qui est encore peu présent au Québec, mais qui est de plus en plus fréquent aux États-Unis. Donc, on aimerait aller détecter, faire une preuve de concept pour détecter ce pathogène-là dans les différents milieux hospitaliers. Donc, plus en mode présence-absence qui pourrait guider donc les changements de dépistage là, pour les personnes qui seraient hospitalisées pour diminuer la propagation du virus. C'est un champignon, excusez-moi. Et dernier volet qui est le support aux utilisateurs. Donc, notre défi qui est de démocratiser les données des usés pour favoriser donc l'utilisation pour la prise de décision en santé publique. On a eu un projet de stage sur un plan de transfert de connaissances, puis un programme fédéral aussi auquel on participera.
Le projet de stage, donc, ça partait essentiellement des résultats de l'appropriation pour le volet habilitation, où on comprenait que les utilisateurs avaient besoin d'un plus grand support. Donc, on voulait aller comprendre plus concrètement comment améliorer l'accompagnement des utilisateurs. Où est-ce qu'on a conduit maintenant des entrevues semi-dirigées avec des utilisateurs du programme, mais aussi avec des responsables de programmes dans d'autres juridictions pour comprendre qu'est-ce qu'eux faisaient de leur côté. Notre constat, donc, ça a été qu'une meilleure compréhension des avantages et des inconvénients de la vigie des users, ça faciliterait l'utilisation des données. Ça pourrait passer par le partage des apprentissages de l'évaluation que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, et aussi par le partage d'histoires à succès associés à l'usage des users en vigie. Un peu euh, en complément donc de ces constats-là, ben, on souhaite participer au programme en mobilisation des connaissances du réseau de Canadiens de l'eau. Eux, donc, ils mettent sur pied un programme qui vise à partager les connaissances, l'expérience et les connaissances avec les décideurs en santé publique. Donc, ils visent à transmettre faire comprendre la valeur de la surveillance des users, les bonnes pratiques pour interpréter et communiquer les données des users, et aussi sur la façon où est-ce qu'on peut utiliser les données d'users pour déclencher les décisions et les interventions en santé publique. Donc, c'est plusieurs provinces canadiennes qui participent à ce programme-là et différents représentants fédéraux aussi. Fait qu'on souhaite acquérir notre expérience en transfert de connaissances à ce niveau-là. Donc voilà, pour résumer, donc la vigie des eaux usées au Québec, ben, c'est un outil au potentiel de surveillance grandement diversifié avec la possibilité de détecter plusieurs types d'analytes, plusieurs types de pathogènes. C'est un outil qui gagnerait à être vulgarisé et mieux connu donc au travers des outils de transfert de connaissances. C'est complémentaire aux outils de vigie de surveillance plus classiques. C'est une expertise scientifique qui est à maintenir et à développer en travaillant avec nos chercheurs. C'est un travail collaboratif à plusieurs niveaux avec nos laboratoires, nos utilisateurs, donc une grande boucle de rétroaction qui est à mettre en place ici. Je tiens à remercier tout le monde qui a participé au projet, vos programmes, qui participent toujours au programme de près ou de loin. Donc, c'est tout ce travail que je viens de présenter là n'aurait pas été possible sans la contribution de toutes ces personnes-là. Donc, merci à tous. Et j'ouvre maintenant la place pour la discussion. Alors, merci beaucoup, Madame Jobin, pour votre présentation, c'est bien intéressant. Euh, vous avez bien respecté le temps. Donc, on est prêt à accueillir des questions. Donc, il y a deux possibilités. Vous pouvez lever la main pour poser vous-même votre question ou vous pouvez poser votre question par l'intermédiaire là, du bavardage, là, du chat qui est disponible euh, dans Zoom. Donc, en attendant que notre auditoire ils vont dire, se dégêne, je peux peut-être me permettre une couple de questions. Euh, je me demande, bon, si je comprends bien, actuellement, c'est seulement la surveillance de la COVID. Euh, ça, j'ai compris. Là. Oui, on travaille seulement sur la... C'est seulement la COVID qui est détectée. On travaille justement sur un exercice de priorisation pour définir ce serait quoi nos prochains pathogènes d'intérêt à suivre. En travaillant aussi à comprendre c'est quoi les objectifs de surveillance qui seraient associés à ces pathogènes-là. Fait qu'est-ce qu'on va être plus en mode présence-absence, plus en mode suivi quantitatif. Donc, c'est, on vise à expandre le programme, mais ce n'est pas encore en place. Donc, j'aurais une petite question parce que là, vous avez beaucoup parlé en termes de pathogènes. Et je me disais, actuellement, il y a une préoccupation des biologistes, plus de santé environnementale, peut-être d'écologie, qui se préoccupent de la féminisation des poissons autour du Saint-Laurent à cause des concentrations élevées de contraceptifs oraux et de différents autres perturbateurs endocriniens dans l'eau. Et je me demandais, est-ce que c'est le genre de autre problématique qui pourrait être étudiée par la surveillance des eaux usées. Donc,
C'est les perturbateurs endocriniens, par exemple, les contraceptifs oraux, une concentration dans l'eau, dans les eaux Ouais. usées. Ben oui, on peut utiliser différents types d'analytes, effectivement. Je pense que c'est des bonnes pistes là, que vous amenez sur des différents types qui pourraient être suivis au-delà des pathogènes. C'est moins un intérêt actuellement qu'on a pour le programme. Fait qu'on se concentre plus sur des effets, plus sur des éléments qui vont être excrétés en lien avec un comportement des populations, mais on aurait peut-être l'intérêt donc pour la consommation des drogues, par exemple. Fait que aller suivre les opioïdes pour voir les niveaux qui sont détectés dans les usées. Fait que c'est différents types d'analyses, effectivement, là, qui peuvent être suivis via les usées et pour lequel le programme pourrait être mis à profit. Je me demandais, par exemple, qu'est-ce qui motivait le bon, initialement, il y a eu beaucoup je crois, de sites là, qui étaient échantillonnés. Et là, actuellement, il y a deux sites à Montréal, à Québec. Et donc, je me demandais quelles étaient vos motivations pour le choix des sites. Ben, on cherche à aller quand même, avec nos sites, ben, représenter quand même un grand pourcentage de la population. Fait que essayer d'aller tirer profit là, de notre échantillonnage qui est peut-être plus faible. Euh, Fait que c'est pas mal une de nos motivations, aller chercher des grands centres urbains où est-ce qu'il va peut-être avoir plus de mobilité des populations aussi. Fait que avoir une diversité. Euh, c'est- c'est- il y a des enjeux budgétaires aussi là, à sélectionner quels sites combien de sites est-ce qu'on peut aller échantillonner. Parce que j'imagine que ça serait par exemple, d'avoir plusieurs sites à grandeur du Québec, ce serait plus un problème euh, de logistique, là, si je comprends bien. Ben, on l'a fait, là, tu sais, au début du programme, on avait quand même 19 sites là, répartis au travers pas mal tout le Québec. Fait que, tu sais, on allait de cette île à Gatineau, là. Fait qu'on couvrait quand même une grande proportion du Québec. C'est sûr qu'au niveau des laboratoires, ben, ça demande plus de logistique là, à coordonner un petit peu tout ça. Le moment où est-ce que les échantillons arrivaient aussi. Fait que c'est sûr que ça limite peut-être un petit peu la capacité à avoir une détection rapide parce qu'il faut coordonner l'analyse de tout ça. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des avantages aussi à regrouper les échantillons dans moins de laboratoires pour limiter aussi la variabilité qu'on a au niveau de nos méthodes analytiques. Fait que les données des différents laboratoires ne sont pas nécessairement comparables parce que chaque laboratoire a leurs propres équipements, a leur méthodologie qui viennent d'une base similaire, mais avec des réactifs qui pourraient être différents. Fait que ça peut influencer les niveaux qui sont détectés. Fait que, en regroupant les laboratoires, ben, on a moins de variabilité à ce niveau-là. Est-ce que une dernière question, ensuite je vais passer la parole à Eugène. Euh, Est-ce que vous avez une idée, par exemple, de la variation des résultats si vous comparez les 19 sites à les résultats de seulement les deux sites qui ont été retenus maintenant? Est-ce que les tendances, par exemple, qui se dessinent entre deux sites qui sont les deux sites actuels versus les 19 sites, avez-vous une idée? Ben, c'est sûr que, tu sais, ça va être plus au niveau de la... Quand on va faire un signal qui va être plus agrégé, qui va avoir des différences. Fait que, tu sais, nos tendances vont être plus facilement se refléter si on a moins de sites dans un signal qui est plus agrégé, parce qu'il y a plus de poids sur ces données-là. Euh, je, chaque site individuel, les tendances vont être plus faciles à suivre, mais c'est une fois qu'on va essayer d'agréger les données, là, qui peut avoir plus de l'impact à avoir plus de sites que moins. Donc, on va passer la parole à Eugène. Donc, Eugène, si vous voulez, vous pouvez poser votre question. Ouais, dans le fond, merci pour la présentation. J'avais deux petites questions. Je vois qu'avec la surveillance des eaux usées, l'indicateur qui est développé est de nature quantitative, c'est-à-dire la charge virale par jour et par population. Ben, j'avais comme cru
comprendre par le passé qu'il y avait aussi des informations d'ordre qualitatif comme le type de virus qu'il y avait, la présence même du virus qu'il y avait dans les eaux usées pouvait permettre d'informer de façon précoce sur une menace potentielle pour la population. Est-ce que c'est des éléments qui sont fournis dans le rapport ou dans les informations à diffuser à partir de cette méthode de surveillance? Ben pour le SARS-CoV-2, ben, c'est vraiment une approche quantitative qu'on prend. Fait que c'est des niveaux qu'on va suivre. Pour d'autres virus, par exemple, tu sais, pour la polio, par exemple, on voudrait peut-être plus en mode présence-absence. Fait que là, on va juste y aller en détection, fait que plus en mode qualitatif. Les éléments que vous mentionnez sur le type de pathogène, par exemple, c'est des éléments qui vont être importants à considérer en termes de faisabilité de détecter d'autres types de pathogènes. Fait que les laboratoires vont considérer ça. Par exemple, est-ce que c'est un pathogène qui a une paroi cellulaire qui va être très rigide ou est-ce que ça va être plus difficile d'aller extraire le matériel génétique? Fait Mhm. qu'on va considérer ces différentes variables-là en termes de faisabilité d'incorporer d'autres pathogènes à notre programme. Faisabilité qui est plus théorique en termes de qu'est-ce qu'on connaît sur le pathogène, mais aussi qu'est-ce qui a été fait ailleurs là, avec les autres programmes, les autres articles scientifiques qui ont été publiés en lien avec les caractéristiques du pathogène. Parfait. Ensuite, la deuxième question que j'avais, c'était de savoir quand vous avez comparé la tendance de la charge virale avec les cas cliniques de COVID à certains moments, il y a des écarts. Quand il y a des écarts, qu'est-ce qui est choisi finalement comme indicateur pour prendre des décisions? Qu'est-ce qui vous semble plus fiable dans le fond? Ben, on- il n'y a pas un indicateur, je pense, qui est plus fiable que l'autre. Puis, tu sais, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'étalon d'or sur notre vraie valeur de transmission du virus. On ne saura jamais vraiment c'est quoi qui se passe en termes de transmission du virus. Mhm. Donc, il faut comprendre que chaque indicateur donne une information qui va être complémentaire. Puis, c'est en regardant un peu l'ensemble de tous ces indicateurs-là qui permettent de prendre une décision, fait qu'en considérant, oui, notre nombre de cas, mais aussi on a combien d'hospitalisations, notre pourcentage de positivité, comment ça se comporte dans nos eaux usées. Fait que c'est tout l'ensemble de nos indicateurs qui permettent d'avoir le portrait global de la situation. Puis les eaux usées mais viennent donner un, un, une autre vision là, qu'on n'a pas avec les indicateurs cliniques qui permet, par exemple, de capter les asymptomatiques. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on ne retrouvera pas dans nos indicateurs cliniques. Fait Mhm. qu'il faut considérer là, toutes ces variables-là. Puis, il y a pas je dirais pas qu'il y a un indicateur là, qui est meilleur que l'autre, qu'on doit plus prioriser que l'autre. C'est vraiment le portrait entier de la situation là, qu'on doit considérer. Merci. Merci beaucoup, Eugène. Donc, on a une question dans le chat qui nous vient de Arnaud. Et si je comprends bien, Arnaud est actuellement au Burkina Faso. Il est vétérinaire épidémiologiste et il mentionne qu'il a apprécié votre présentation. Et il demande si ça serait quoi les principaux conseils ou des conseils que vous pourriez euh, lui prodiguer ou prodiguer à quelqu'un qui voudrait initier un tel système. Donc, je comprends là, que ce serait un tel système de surveillance au Burkina Faso. Mais d'abord, il faut définir c'est quoi les objectifs de la surveillance. Fait que c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut surveiller exactement? Fait qu'à partir des pathogènes qui pourraient être identifiés, mais c'est quoi les besoins justement en termes de vigie? C'est où est-ce qu'ils sont nos gaps à combler que la surveillance des usines pourrait venir combler. Puis, à partir de là, on va aller définir c'est quoi l'objectif de surveillance qui va nous permettre de définir un plan d'échantillonnage qui va être cohérent avec les sites qu'on va aller sélectionner, la fréquence d'échantillonnage qu'on va aller sélectionner. Puis, après ça, s'assurer de mettre en place une infrastructure logistique là, qui va permettre d'analyser ces échantillons-là dans un temps acceptable, donc où est-ce qu'il n'y aura pas trop de délais considérables comparativement à d'autres indicateurs cliniques, de déployer des indicateurs qui vont être cohérents aussi avec nos objectifs, en fonction de diminuer la variabilité, de choisir la bonne échelle géographique, choisir la bonne façon d'analyser notre transmission du virus.
Puis après ça, ben, s'assurer que nos utilisateurs des données vont bien comprendre ce qu'on fait, vont comprendre les données, puis être à l'écoute des besoins des utilisateurs pour faire un transfert de connaissances qui va être efficace avec eux, puis comprendre les besoins pour s'adapter aussi à leurs besoins. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aurait le temps pour une ou deux autres questions, peut-être. Sinon, moi, peut-être une question de curiosité. Peut-être ça va être la dernière question. Je vois que Fatima a ouvert sa caméra. Ça veut dire que ça sent la fin. Euh, Est-ce que, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, hein, les eaux usées, tout ça, mais les eaux, les pluviaux, les eaux de ruissellement, est-ce que ces eaux-là qu'on voit là, un peu sur les rues quand on stationne, est-ce que cette eau-là s'en va à l'usine d'épuration? Ça dépend des types de réseaux, là, mais tu sais, oui, l'effet des pluies là, va pouvoir venir diluer effectivement là, les particules virales qui vont cheminer dans le réseau d'égouts. Fait que c'est pour ça qu'on va considérer le débit d'eau qui entre à la station d'épuration pour venir un peu, si on a une faible quantité qui est détectée au laboratoire, mais qu'on a un fort débit, ben, ça va revenir balancer ce niveau-là avec la normalisation. Fait que, tu sais, oui, il y a le ruissellement des eaux de pluie, mais par exemple, là, on est au printemps, la neige a fondu, fait que ça aussi, ça crée quand même un fort rapport en eau. Fait que quand on a des temps plus humides, là, le particule virale va être plus dilué. Donc, d'où l'importance là, de la normalisation par le débit. Merci beaucoup. Donc, juste avant de donner la parole à Fatima, donc je comprends que Félix Lamotte est un de vos collègues là, Oui, dans ce projet-là. Donc, Félix, il précise que si les gens dans l'auditoire ont des questions, des commentaires, euh, curiosité, de ne pas hésiter à communiquer avec eux. Et donc, l'adresse électronique est très simple, là, c'est VCEU en commercial inspq.qc.ca. Donc, VEC, V, pardon, je recommence. VCEU, oui. VCEU, VCEU en commercial inspq.qc.ca. Donc, merci beaucoup, je laisse la parole pour le mot de la fin à Fatima. Merci. Merci Bernard Simon. Ben, merci Madame Joubin pour cette présentation qui était très intéressante. Merci également à toutes les personnes participantes aujourd'hui pour ce séminaire et à nos organisatrices, donc Madame Chantal Huyot et Emmanuel Dufaux, qui sont responsables de la promotion de nos séminaires. Et nous vous donnons rendez-vous le 17 mai pour notre prochain séminaire qui portera sur les éclosions de COVID-19 dans les installations du CIUS du nord de l'île de Montréal, un compte-rendu d'une expérience auprès d'une clientèle vulnérable. Donc, c'est ce qui conclut notre séminaire d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et vous disons à la prochaine. Merci.